l'archiduc Albert entreprit le fameux siège d'Ostende. Il fit venir d'Italie pour être son principal ingénieur Pompée Targon, le premier homme de son temps dans toutes les parties des mathématiques, mais sans expérience. Pompée Targon ne fit rien de ce que sa réputation faisait attendre. Aucune de ses machines ne réussit et l'on fut obligé de le congédier après qu'il eut bien dépensé de l'argent et fait tuer bien du monde inutilement. On donna la conduite du siège au célèbre Ambroise Spinola, qui n'avait que du génie et de la pratique, mais qui prit la place. Ce grand capitaine n'avait étudié aucune des sciences capables d'aider un ingénieur à se former, car le dépit qu'il conçut parce qu'un autre noble génois lui avait été préféré dans l'achat du palais Turfi de Gênes, lui fit prendre le parti de venir se faire homme de guerre dans les Pays-Bas espagnols, à un âge fort avancé par rapport à l'âge où l'on fait communément l'apprentissage de ce métier. Lorsque le grand prince de Condé assiégea Thionville après la bataille de Rocroi, il fit venir dans son camp Roberval, l'homme le plus savant en mathématiques qui fut alors et mort professeur royal en cette science, comme une personne très capable de lui donner de bons avis sur le siège qu'il allait former. Roberval ne proposa rien qui fût praticable, et on l'envoya attendre dans Metz que d'autres eussent pris la place. On voit par les livres du Bocalin qu'il savait tout ce que les anciens et les modernes ont écrit de plus ingénieux sur le grand art de gouverner les peuples. Sur sa réputation, le pape Paul V lui confia la police d'une petite ville qu'un homme sans latin aurait très bien régi. Il fallait révoquer au bout de 3 mois d'administration l'auteur des commentaires politiques sur Tacite et du fameux livre de la pierre de touche. Un médecin de 25 ans est aussi persuadé de la vérité des raisonnements physiques qui prétendent développer la manière dont le quinquina opère pour guérir les fièvres intermittentes, qu'il peut être de l'efficacité du remède. Un médecin de 60 ans est persuadé de la vérité du fait qu'il a vu plusieurs fois, mais il ne croit plus aux explications de l'effet du remède, que par bénéfice d'inventaire, s'il est permis d'user de cette expression. Est-ce sur la connaissance des simples, sur la science de l'anatomie, en un mot sur l'érudition, ou sur l'expérience du médecin qui se détermine un homme qui a de lui-même de l'expérience lorsqu'il est obligé de se choisir un médecin? Charles II, roi d'Angleterre, disait que tous les Français qu'il avait connus, M. de Gourville était celui qui avait le plus grand sens. Gourville eut besoin de médecins. Les plus célèbres briguèrent l'emploi de gouverner sa santé. Il envoya un domestique de confiance à la porte des écoles de médecine, un jour que la faculté s'assemblait avec ordre de lui amener sans autre information celui des médecins dont il jugerait la complexion la plus conforme à celle de son maître. On lui en amena un tel qui le souhaitait, et il s'en trouva bien. Gourville se détermina en faveur de l'expérience, laquelle méritait davantage le titre d'expérience à son égard. Feu M. de Tournefort, un des plus dignes sujets de l'Académie des sciences, dit en parlant de la difficile qu'il franchit, pour moi, je m'abandonnais entièrement à la conduite de mon cheval, et je m'en trouvais beaucoup mieux que si j'avais voulu le conduire. Une automate qui suit naturellement les lois de la mécanique se retire bien mieux d'affaire dans ces occasions que la plus habile mécanicien qui voudrait mettre en usage les règles qu'il a apprises dans son cabinet, fût-il de l'Académie des sciences. C'est l'expérience d'un cheval, d'une machine, au sentiment de l'auteur, qui était si préféré au raisonnement d'un homme, d'un académicien. Comme permettent la plaisanterie, ce cheval mène loin. Les avocats sont communément plus savants que les juges. Néanmoins, il est très ordinaire que les avocats se trompent dans les conjectures qu'ils font sur l'issue d'un procès. Les juges qui n'ont lu qu'un très petit nombre de livres, mais à qui l'expérience journalière a montré quels sont les motifs de décision qui déterminent les tribunaux dans les jugements des procès, ne se trompent presque jamais dans leurs prédictions sur l'événement d'une cause. Or, s'il est quelques matières où il faille que le raisonnement se taise devant l'expérience, c'est assurément dans les questions qu'on peut faire sur le mérite d'un poème. C'est lorsqu'il s'agit de savoir si un poème plaît ou s'il ne plaît pas, si généralement parlant un poème est un ouvrage excellent ou s'il n'est qu'un ouvrage médiocre. Les principes généraux sur lesquels on peut se fonder pour raisonner conséquemment touchant le mérite d'un poème sont en petit nombre. Il y a souvent lieu à quelques exceptions contre le principe qui paraît le plus universel. Plusieurs de ces principes sont si vagues qu'on peut soutenir également que le poète les a suivis ou qu'il ne les a point suivis
défini dans son ouvrage. L'importance de ces principes dépend encore d'une infinité de circonstances, des temps et des lieux où le poète a écrit. En un mot, comme le premier but de la poésie est de plaire, on voit bien que ces principes deviennent plus souvent arbitraires que les principes des autres arts à cause de la diversité du goût de ceux pourquoi les poètes composent. Quoique les beautés doivent être moins arbitraires dans l'art oratoire que dans l'art poétique, néanmoins Quintilien dit qu'il ne s'est jamais assujetti qu'à un très petit nombre de ces principes et de ces règles qu'on appelle principes généraux et règles universelles. Il n'y en a presque point, ajoute-t-il, dont on ne puisse contester la validité par de bonnes raisons. Pour ces raisons, j'ai toujours pris pour habitude de m'assujettir le moins possible aux préceptes qu'on nomme en grec katholika, c'est-à-dire, pour les appeler comme nous pouvons, universels ou permanents. Il est rare, en effet, d'en trouver du même genre qui ne puisse être ébranlé sur quelques points et sapé. Il est donc comme impossible d'évaluer au juste ce qui doit résulter des irrégularités heureuses d'un poète, de son attention à se conformer à certains principes et de sa négligence à en suivre d'autres. Enfin, combien de fautes la poésie de son style ne fait-elle point à pardonner? Souvent, il arriverait encore qu'après avoir bien raisonné et bien conclu pour nous, nous aurions mal conclu pour les autres, et ces autres se trouveront être précisément les personnes pour qui le poète a composé son ouvrage. L'évaluation géométrique du mérite de l'Arioste fait aujourd'hui pour un Français serait-elle bonne par rapport aux Italiens du XVIe siècle? Le rang où un dissertateur français placerait aujourd'hui l'Arioste, et en vertu d'une analyse géométrique de son poème, serait-il reconnu pour être le rang dû à Messer Lodovico? Que de calculs, que de combinaisons à faire avant que d'être en droit de tirer la conséquence si l'on veut la tirer juste. Un gros volume in folio suffirait à peine pour contenir l'analyse exacte de la Phèdre de Racine, faite suivant cette méthode, et pour apprécier ainsi cette pièce par voie d'examen. La discussion serait encore aussi sujette à erreur qu'elle serait fatigante pour l'écrivain et dégoûtante pour le lecteur. Ce que l'analyse ne saurait trouver, le sentiment le saisit d'abord. Le sentiment dont je parle est dans tous les hommes, mais comme ils n'ont pas tous les oreilles et les yeux également bons, de même ils n'ont pas tous le sentiment également parfait. Les uns l'ont meilleur que les autres, ou bien parce que leurs organes sont naturellement mieux composés, ou bien parce qu'ils l'ont perfectionné par l'usage fréquent qu'ils en ont fait et par l'expérience. Ceux-ci doivent s'apercevoir plutôt que les autres du mérite ont du peu de valeur d'un ouvrage. C'est ainsi qu'un homme, dont la vue porte loin, reconnaît distinctement d'autres hommes à la distance de 100 toises, quand ceux qui sont à ses côtés discernent à peine la couleur des habits des hommes qui s'avancent. Quand on en croit son premier mouvement, on juge de la portée des sens des autres par la portée de ses propres sens. Il arrive donc que ceux qui ont la vue courte hésitent quelque temps à se rendre au sentiment de celui qui a les yeux meilleurs qu'eux. Mais dès que la personne qui s'avance s'est approchée à une distance proportionnée à leur vue, ils sont tous d'un pareil avis. De même, tous les hommes qui jugent par sentiment se trouvent d'accord un peu plus tôt ou un peu plus tard sur les faits et sur le mérite d'un ouvrage. Si la conformité d'opinion n'est pas établie parmi eux, aussitôt qu'il semble qu'elle devait l'être, c'est que les hommes, en opinant sur un poème ou sur un tableau, ne se bornent pas toujours à dire ce qu'ils sentent et à rapporter quelle impression il fait sur eux. Au lieu de parler simplement et suivant leur appréhension, dont ils ignorent souvent le mérite, ils veulent décider par principe, et comme la plupart, ils ne sont pas capables de s'expliquer méthodiquement. Ils embrouillent leurs décisions, ils se troublent et réciproquement dans leur jugement. Un peu de temps les met d'accord avec eux-mêmes comme les autres. Objection contre la solidité des jugements du public et réponse à cette objection. J'entends déjà citer les erreurs où le public est tombé dans tous les temps et dans tous les pays sur le mérite des personnes qui remplissent les grandes dignités ou qui exercent certaines professions. Pouvez-vous, me dira-t-on, ériger en tribunal infaillible un appréciateur du mérite qui s'est trompé si souvent sur les généraux, sur les ministres et sur les magistrats, et qui s'est vu obligé tant de fois à rétracter le jugement qu'il en avait porté? Je vais faire deux réponses à cette objection, qui, dans le fond, est plus éblouissante que solide. En premier lieu, le public se trompe rarement quand il définit en général les personnes qu'on vient de citer comme un exemple de ces injustices
quoi qu'il les loue ou qu'il les blâme à tort quelquefois sur un événement particulier. Expliquons cette proposition. Le public ne juge pas du mérite du général sur une seule campagne, du ministre sur une seule négociation, ni du médecin, si l'on veut, sur le traitement d'une seule maladie. Il en juge sur plusieurs événements et sur plusieurs succès. Or, autant qu'il serait injuste de juger du mérite de ceux dont il s'agit sur un seul succès, autant me paraît-il équitable d'en juger sur plusieurs succès, ainsi que par comparaison au succès de ceux qui auront eu à conduire des entreprises ou des affaires pareilles à celles dont les personnes desquelles il s'agit ici auront été chargées. Un succès heureux, et même deux, peuvent être le seul effet du pouvoir des conjonctures. Il est rare que le bonheur seul amène trois succès heureux, mais lorsque ces succès sont parvenus à un certain nombre, il serait insensé de prétendre qu'ils fussent le pur effet du hasard, et que l'habileté du général ou du ministre n'y eût ce point de part. Il en est de même des succès malheureux. Le joueur de tric-trac, que de 20 parties qu'il joue avec la même personne en gagne 19, passe constamment pour savoir le jeu mieux qu'elle, quoique le caprice des dés puisse faire gagner 2 parties de suite au joueur malhabile contre le joueur habile. Or, la guerre et les autres professions que nous avons citées dépendent encore moins de la fortune que le tric-trac, quoique la fortune ait part dans le succès de ceux qui les exercent. Le plan que se propose le général, après avoir examiné ses forces, ses ressources, en un mot, quels sont ses moyens et quels sont ceux de l'ennemi, n'est pas exposé à être aussi souvent déconcerté que le projet du joueur. Ainsi, le public n'a point tort de penser que le général, dont presque toutes les campagnes sont heureuses, est un grand homme de guerre, quoiqu'un général puisse avoir un événement heureux sans mérite, comme il peut perdre une bataille ou lever un siège sans être mauvais capitaine. Le cardinal Mazarin, qui connaissait aussi bien que personne quelle part peut avoir la capacité dans ces événements que les hommes bornés croient dépendre presque entièrement du hasard, parce qu'ils en dépendent en partie, ne voulait confier les armées et les affaires qu'à des gens heureux, supposant qu'on ne réussit point assez souvent pour mériter le titre d'heureux sans avoir beaucoup d'habileté. Or, le public ne se dédie guère des jugements généraux qu'il a portés sur le mérite des capitaines et des ministres en la matière, à la manière que nous l'avons exposé. La seconde réponse à l'objection proposée contre la justesse des jugements du public est de dire qu'on aurait encore tort de conclure que le public peut se tromper sur un poème ou sur un tableau, parce que souvent il loue ou blâme à tort les ministres et les généraux sur des événements particuliers. Le public ne s'est trompé, par exemple, dans tous les temps sur la louange ou sur le blâme dû à un général qui venait de gagner une bataille ou de la perdre, que pour avoir porté son jugement sur tout un objet dont il ne connaissait qu'une partie. Lorsqu'il a eu tort, c'est pour avoir blâmé ou loué avant que d'avoir été bien instruit de la part que le général avait eue pour le bon et dans le mauvais succès. Le public a voulu juger quand il était encore mal informé des faits. Il a jugé du général avant que d'être pleinement instruit de la contrainte où le jeter des ordres de son prince, de sa république et des traverses que lui causaient ceux dont l'emploi était de l'aider, ainsi que des assistances promises et non données. Le public ne sait pas si le général n'a pas amené lui-même en resserrant l'ennemi ou bien en lui donnant des occasions de tomber dans une confiance téméraire. Le hasard qui semble avoir été l'unique cause du succès de ce général. Et si l'avantage qu'il tire de ce hasard n'est pas dû aux précautions que sa prévoyance avait prises d'avance pour en profiter, il ignore si le général pouvait écarter, ou du moins s'il devait prévoir le contretemps qui fait avorter son entreprise et qui l'a fait même paraître téméraire après qu'elle ait manqué. Le public ignore si le gain de la bataille est l'effet du plan du général ou il est dû à la présence d'esprit d'un officier subalterne. On peut dire la même chose du public quand il loue et quand il blâme le ministre, le magistrat et même le médecin sur un événement particulier. Il n'en est pas de même du public quand il loue les peintres et les poètes parce qu'ils ne sont jamais heureux ni malheureux du côté du succès de leur production qu'autant qu'ils ont mérité de l'être. Quand le public décide de leurs ouvrages, il porte son jugement sur un objet qu'il connaît en son entier et qu'il voit par toutes ses faces. Toutes les beautés et toutes les imperfections de ces sortes d'ouvrages sont sous les yeux du public. Rien de ce qui doit les faire louer ou les faire blâmer n'est caché pour lui. Il sait tout ce qu'il faut savoir pour en bien juger.
Le prince qui a donné au général sa commission ou bien au ministre son instruction n'est pas aussi capable de juger de leur conduite que l'est le public de juger des poèmes et des tableaux. Les peintres et les poètes, continuera-t-on, sont du moins les plus malheureux de tous ceux dont les ouvrages demeurent à découvert sous les yeux du public. Vous mettez tout le monde en droit de leur faire leur procès, même sans rendre aucune raison de son jugement, au lieu que les autres savants ne sont jugés que par leurs pairs, qui sont encore tenus de les convaincre dans les formes, avant que d'être reçus à prononcer leur condamnation. Je ne pense pas que ce fût un si grand bonheur pour les peintres et pour les poètes de n'être jugés que par leurs pairs. Mais répondons plus sérieusement, lorsqu'un ouvrage traite de sciences ou de connaissances purement spéculatives, son mérite ne tombe point sous le sentiment. Ainsi, les personnes qui ont acquis le savoir nécessaire pour connaître si l'ouvrage est bon ou mauvais sont les seuls qui puissent en juger. Les hommes ne naissent pas avec la connaissance de l'astronomie et de la physique, comme ils naissent avec le sentiment. Ils ne sauraient juger du mérite d'un ouvrage de physique ou d'astronomie qu'en vertu de leur connaissance acquise, au lieu qu'ils peuvent juger des vers et des tableaux en vertu de leur discernement naturel. Ainsi, les géomètres, les médecins, les théologiens, ou ceux qui, sans avoir mis l'enseigne de ces sciences, ne laissent pas de les savoir, sont les seuls qui puissent juger d'un ouvrage qui traite de leur science. Mais tous les hommes peuvent juger des vers et des tableaux, parce que tous les hommes sont sensibles, et que l'effet des vers et des tableaux tombe sous le sentiment. Quoique cette réponse soit sans réplique, je ne laisserai pas de le fortifier encore par une réflexion. Dès que les sciences dont j'ai parlé ont opéré en vertu de leurs principes, dès qu'elles ont produit quelque chose qui doit être utile ou agréable aux hommes en général, nous connaissons alors sans autre lumière que celle qui vient du sentiment si le savant a réussi. L'ignorant en astronomie connaît aussi bien que le savant si l'astronome a prédit l'éclipse avec précision ou si la machine fait l'effet promis par le mathématicien, quoiqu'il ne puisse pas prouver méthodiquement que l'astronome et le mathématicien ont tort, ni dire en quoi ils se sont trompés.